8h35, l'heure de la revue de presse. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on s'intéresse à l'état de la France. Le Parisien aujourd'hui en France, chômage, faut-il croire les chiffres? Les Échos, baisse des charges, ce que veulent les patrons. Le Monde, les finances de la France maintenues sous surveillance. Le Figaro, réforme, Moody's met la France sous pression. Mais au moins la situation est clarifiée et le président a fait des choix sur le plan personnel comme sur le plan politique. L'opinion, le président des bisous, c'est fini. Le président, qui n'est donc plus le président des bisous, mais qui est le président des voyages en ce moment. Oui, mais alors visiblement, le voyage en Turquie du président, ça ne passionne pas la presse ce matin. Une très grande majorité des éditoriaux préfèrent disserter sur l'ex-première dame, pour expliquer bien sûr qu'il faut passer à autre chose. D'ailleurs, même dans l'article du Parisien consacré au déplacement de François Hollande, Éric Achman précise qu'au dernier moment, hier, Aquilino Morel a été prié de venir en Turquie et d'ajouter malicieusement un signe. La dernière fois que le conseiller politique du président s'est déplacé à l'étranger, c'était au Maroc, en avril 2013, alors que l'affaire Cahuzac venait d'exploser. Et oui, la plume, l'homme des mots pour compenser les mots du président, qui ont été jugés brutaux, voire goujats. Bon, mais il ne faudrait pas que tout cela occulte un déplacement aux enjeux autrement plus élevés. Une course en sac dans un champ de mine. Voilà comment François-Xavier Bourmeau qualifie dans le Figaro le déplacement de François Hollande en Turquie, un pays en pleine crise économique et identitaire. D'autant qu'est très loin le temps où certains vantaient la modernisation de la Turquie pour hâter son entrée dans l'Europe. 46% des Français y étaient favorables en 2003. Ils sont 17% aujourd'hui. Mais là encore, il va falloir choisir les mots pour acter la rupture sans être trop goujat. Tiens, les revoilà, les agences de notation et Moody's notamment. Et oui, il y a les mots, puis il y a les choses sérieuses. Et dans le Figaro, les mots, ce sont ceux d'Arnaud Montebourg, justement, contre Moody's. Alors, il défend sa lutte contre la désindustrialisation, s'insurge contre la doctrine de Bruxelles en matière d'aide de l'État. La Chine et les États-Unis, dit-il, protègent leur industrie quand les Européens s'ingénient à se mettre eux-mêmes des entraves. Mais il y a les mots du ministre et la réalité de la politique du président. Alors peut-être est-ce pour noyer son amertume, Arnaud Montebourg, nous dit Libération, pratique l'autodérision. Il a lui-même enregistré le doublage de son propre personnage dans la série humoristique Silex and the City diffusée sur Arte. Un Saint-Jean marinière qui lutte contre la délocalisation d'un volcan. Mais l'autodérision, c'est aussi l'arme des pauvres. Dans Le Monde, Florence Aubenas nous raconte comment les commerçants de Breteuil dans l'Oise exposent de véritables cercueils dans leurs vitrines, des invendus rachetés 20 €, avec l'inscription « Mort pour la France ». Pour montrer mon mécontentement sans faire de casse, explique l'un d'eux. Ils n'ont pas participé aux manifestations de ce week-end, peur qu'on leur pique aussi leur colère. Mais mourir en silence, ça n'a qu'un temps. Une question qui est redevenue d'actualité. Comment enseigne-t-on la Shoah dans les écoles en France ? Oui, après l'affaire Dieudonné, le Figaro revient sur l'enseignement de la Shoah. Et le journal cite un professeur, Yanis Roder, qui avait coécrit en 2002 Les territoires perdus de la République sur l'antisémitisme des banlieues. Il combat ce qu'il appelle la pédagogie de l'horreur et les pèlerinages doloristes à Auschwitz. Il plaide pour un enseignement fondé sur l'analyse historique, politique, le contraire des pratiques actuelles qui favorisent la concurrence des victimes et le ressentiment. Mais il faut lire aussi dans Libération ce matin l'histoire incroyable de ce jeune membre de l'extrême droite antisémite hongroise qui s'est récemment découvert juif avec des arrière-grands-parents morts à Auschwitz. Son désarroi, les délires paranoïaques de ses amis persuadés qu'il est en fait un espion du Mossad, et puis son parcours pour finalement rejoindre les Lubavitch, la frange radicale du judaïsme. Oui, extrémiste toujours. Extrémisme encore, peut-être avec les frères musulmans ? Mais oui, l'antisémitisme aussi, c'est celui des frères musulmans. Marianne propose un entretien avec Michael Prazan, auteur d'une enquête sur l'idéologie totalitaire de la confrérie fondée dans les années 20. Une structure calquée sur celle des mouvements fascistes, dit-il, un financement de son appareil secret par le parti nazi, une stratégie de prise de pouvoir légal sur le long terme et une idéologie largement diffusée en France. On termine avec un petit tour sur le site Slate. Oui, et on reste en fait dans la même thématique ce matin. Le site Slate reprend un article de The Atlantic sur un objet pour le moins insolite, les toilettes d'Hitler. Oui, en 1934, un navire a été bâti pour le gouvernement allemand, et notamment son chancelier, sujet au mal de mer, précise élégamment l'article. Puis, le navire est démantelé, les toilettes rachetées par un garagiste du New Jersey, qui les a utilisées sans visiblement un grand souci de les entretenir. Son successeur les vend aujourd'hui aux enchères, suscitant une sorte de fascination. L'idée, nous dit l'article, c'est que même un monstre se retrouve dans cette position prosaïque et c'est cela qui est vertigineux. Le mal absolu reste profondément humain. Et c'est donc à lire sur le site slate.fr. Merci Natacha Polony, la revue de presse tous les matins 8h35 sur Europe 1.